ont validé le principe de la charte sur la sécurité maritime qui devrait être adoptée à l'issue du sommet de Lomé le 15 octobre. Et ce matin, au palais de la présidence de la République, le ministre sahraoui chargé de l'affaire Hamdi Khalil de l'Afrique, Hamdi Khalil, a eu des échanges avec le chef de l'État-fort Issa Zimna Gnassingbé. Le ministre sahraoui était porteur d'un message du président Brahim Ghali au président fort Gnassingbé. Les discussions ont porté également sur les travaux du comité technique spécialisé. Le ministre Hamdi Khalil s'est confié à la presse. Ses propos sont recueillis par Tchazina Baga. J'ai transmis à son Excellence, Monsieur le Président, un message écrit de son frère, Excellence le Président de la République arabe sahraouie démocratique. Les conseils de son Excellence, Monsieur le Président du Togo, sur les aspects de relations bilatérales, mais aussi sur les intérêts communs au niveau de l'Afrique et au niveau international. J'ai remercié Monsieur le Président pour l'accueil et je lui transmis les félicitations pour la réussite de la conférence des ministres de justice hier et avant-hier ici à Lomé. Et pour cela, je félicite le gouvernement de Togo une deuxième fois. Toutes les conditions de cette réussite ont été réunies depuis notre arrivée à Lomé. L'accueil chaleureux, l'organisation, la sécurité, l'hospitalité, tout ça ont guidé à la réussite de la conférence. La conférence de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique qui s'ouvre du 11 au 15 octobre aura comme préoccupation mettre fin aux menaces dont l'espace maritime du golfe de Guinée est constamment confronté. Le gouvernement togolais, pour faire face à ces menaces, s'est doté d'un certain nombre de mesures juridiques et institutionnelles, dont la création de l'ONAIM, l'Organisation nationale de l'action de l'État en mer. Retour sur cet outil de gestion des mises en mer avec Lucassi et Esther Laclé. Les différentes réformes entreprises par le Togo touchent également le secteur maritime. Les 56 km de côte dont dispose le pays sont gérés par des mécanismes innovants, des outils juridiques, mais aussi des institutions mises en place pour assurer la gouvernance maritime. Par le décret 2014-113/PR du 30 avril 2014, l'État togolais a créé et mis en place l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer. Donc ça, c'est l'approche institutionnelle. Et donc, a mis en place des hommes qu'il faut par des décrets de nomination, et donc en respectant donc les dispositions de ce décret. Et ces hommes et ces femmes se sont mis à l'œuvre, et à l'issue d'une année, plusieurs décrets ont été pris et adoptés en Conseil des ministres. Et ces décrets sont actuellement en train d'être exécutés, justement pour assurer cette bonne gouvernance maritime. Les différents décrets ciblent les domaines dans lesquels doit s'exercer l'action de l'État en mer en matière de protection, de sécurité et de sûreté. Il y a les aspects humanitaires comme le sauvetage en mer, les questions de s'assurer de la sécurisation des routes maritimes pour la navigation maritime. Et donc, tous ces aspects-là doivent être, l'État est en train de veiller à cela à travers l'ONAIM. Il y a aussi les questions de sûreté maritime. La sûreté maritime appelle donc à la prise ou aux dispositions préventives vis-à-vis des actes de violence en mer comme la piraterie et tout autre acte illicite et violent en mer.
il y a le Comité national de sûreté maritime qui a été créé et donc qui a pour mission de veiller justement au respect des différentes conventions pour une sûreté portuaire et maritime. Le dispositif instauré pour atteindre les objectifs de l'ONM est à la fois politique et opérationnel. Au sommet, c'est-à-dire au niveau politique, le Haut Conseil pour la mer présidé par le chef de l'État. Puis, sur le plan opérationnel, la préfecture maritime. Un espace de concertation entre les administrations impliquées dans l'intervention, l'action de l'État en mer. Cette coordination permanente a permis de déjouer plusieurs attaques des pirates, permettant ainsi au Togo de capitaliser une certaine expérience en termes de sûreté à faire valoir lors de la prochaine conférence internationale de Lomé sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement. Déjà, avec cette réforme du secteur maritime, je peux dire, le Togo peut s'enorgueillir au niveau de la sous-région. Il faut avouer que l'organisation togolaise a pris rapidement de l'envergure et donc constitue une référence auprès des partenaires, une référence au niveau de la sous-région. Ça, c'est déjà quelque chose que nous pouvons partager pour permettre aux participants ou à nos hôtes de s'inspirer de l'expérience togolaise afin de mieux coordonner les actions opérationnelles au niveau de la sous-région. Ce sommet permettra donc d'esquisser des approches de solutions aux défis communs qui restent à relever par les États côtiers du Golfe de Guinée. Il concerne essentiellement le renforcement des mesures sécuritaires contre les actes de banditisme, le pillage des ressources halieutiques, la pollution par les hydrocarbures et les déchets toxiques et surtout l'épineuse question de l'immigration des jeunes Africains à bord des embarcations précaires vers l'Europe. Le Togo, à l'instar du reste des pays africains, fait face actuellement aux problèmes de sous-emploi, de la précarité et du chômage. Toutes ces préoccupations ont été prises en compte lors d'une rencontre régionale tenue du 7 au 8 septembre à Lomé. Elle a été consacrée aux partenariats locaux au service des demandeurs d'emploi et des entreprises. Des recommandations ont été faites à l'issue et même une cité des métiers au Togo a été mise sur pied pour mettre à la disposition des entreprises et demandeurs d'emploi des informations indispensables en temps réel. Pour mieux cerner tout ce qui a été dit au cours de cette réunion, je vous propose de suivre ce dossier réalisé par Augustin Kossi et Pierre Sossou. Ils sont envisagés comme une approche de solution du Ils sont envisagés comme une approche de solution durable au chômage et au sous-emploi, les partenariats locaux au service des demandeurs d'emploi et des entreprises. Un dispositif voulu par les services publics d'emploi, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et la société civile pour intervenir sur les questions liées à l'emploi et assurer l'accompagnement des projets, ce qui pourra contribuer à la résolution des problèmes ayant trait à l'orientation et à l'insertion professionnelle des jeunes. Les partenaires auront alors comme principe de base la cité des métiers, là où divers services seront disponibles aux besoins des entreprises et des demandeurs d'emploi. Elle doit rassembler différents interlocuteurs qui agissent dans le domaine de l'emploi, de la formation, de la connaissance des modalités pour créer une entreprise. Et comme vous l'avez compris, le lien entre les services de l'emploi et la cité des métiers sera essentiel. Et les prérequis au partenariat, c'est déjà que les partenaires soient crédibles. Les partenaires, c'est qui? C'est les entreprises, c'est les universités, c'est les écoles, c'est les collèges, afin de pouvoir encore une fois offrir le meilleur service pour pouvoir renseigner les personnes, les hommes, les femmes, les jeunes, demandeurs d'emploi ou créateurs d'entreprises qui vont pouvoir, grâce aux conseils qui seront donnés au sein de la Cité des métiers, trouver plus facilement leur voie, éviter un certain nombre d'erreurs et avoir une bonne connaissance des réalités du terrain, des réalités de la législation, des réalités peut-être économiques, fiscales. Plus de 200 millions de personnes sont touchées dans le monde par le chômage, dont la plus grande partie en Afrique, selon les statistiques de l'Organisation internationale du travail, OIT.
La population africaine, quant à elle, est majoritairement jeune et ces jeunes, sans perspective de qualification professionnelle, demeurent aux yeux des analystes de l'OIT une génération perdue. L'ambition des partenariats est d'inverser les tendances et de répondre aux besoins multiformes des offreurs et demandeurs d'emploi. Ça renforce la crédibilité du projet et tout ce qu'on peut espérer vis-à-vis de la Cité des métiers et vis-à-vis de la NPE Togo, c'est que les partenariats vont se démultiplier. Les partenariats locaux devraient permettre la mise en œuvre, la mise en place, le fonctionnement de cette Cité des métiers. Et ensuite, vous imaginez bien que le gain pour le pays, pour les individus qui vont s'adresser à la Cité des métiers, vous savez, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Quand vous avez le bon renseignement au bon moment, au bon endroit, vous avez un gain de productivité, vous gagnez du temps sur la mise en place de votre projet et automatiquement ça rend service à celui qui n'avait pas forcément la bonne information avant de se lancer dans la vie active. La concrétisation de ces partenariats devra contribuer à inverser de façon tangible la courbe du taux de chômage qui tourne aujourd'hui autour de 3,4% au Togo et à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique de la lutte contre la pauvreté et le sous-emploi tel que défini par la SCAP, stratégie de croissance à accélérer et de promotion de l'emploi. Une autre action mise en œuvre en faveur des jeunes diplômés sans emploi, Jeudi Jose, une plateforme d'échange et de partage d'expériences. Un rendez-vous qui a été encore respecté et cette fois-ci, c'est la foire Adjafi qui a accueilli les jeunes entrepreneurs. On leur a donné quelques astuces pour promouvoir leurs produits à un coût réduit. Une stratégie pour contourner l'épineux problème de déficit de financement. Lucassi, Anita Tigakou. Il est de plus en plus constaté que les primo-entrepreneurs n'arrivent pas souvent à bien communiquer pour promouvoir leurs produits et offres de services. Pour cause, le manque de stratégie et le déficit de financement de leurs projets. Il se pose alors la question de comment faire le lobbying et promouvoir son produit à moindre coût en tant que jeune entrepreneur. Les réponses à cette interrogation retiennent l'attention des jeunes à la 5e édition de la foire Adjafi autour des communications afférentes à la thématique. D'habitude, nous passons en moyenne 1 heure de temps sur Facebook juste pour partager nos actualités. Dès la sortie de cette conférence, ce que je peux déjà faire, c'est à chaque fois renvoyer des messages. Pour vendre par exemple le produit là que je tiens actuellement, à chaque fois j'enverrai des messages sur Facebook ou sur WhatsApp avec les vertus que cela représente, surtout que c'est du miel pur. Voilà, donc chaque jour, au moins 5 heures de temps par jour, j'enverrai d'une manière quotidienne Facebook, WhatsApp ou sur Google. Nous allons communiquer par les t-shirts, les casquettes, les bics, les agendas, tout ce qu'on peut utiliser pour communiquer sur nos produits. Et aussi nous allons utiliser les réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, Facebook et autres. Nous allons utiliser tout cela pour communiquer sur notre projet qui se nomme Divine AgriLabs Network. Avec cette formation aujourd'hui, j'espère booster le marché, puisque Coco Suite est reconnu par certaines personnes, mais je voulais élargir le marché. J'utiliserai plus WhatsApp et Facebook, Twitter, ces consorts pour pouvoir faire connaître Coco Suite à tout le monde. La créativité et l'innovation sont les véritables soubassements d'un lobbying réussi, à en croire le communicateur de cette rencontre qui a voulu inculquer ces notions et quelques astuces du marketing opérationnel à ces jeunes entrepreneurs. On leur a conseillé un certain nombre de techniques, aussi bien en optique média qu'en optique hors média. Avoir une carte de visite, par exemple, bien conçue intelligemment, c'est déjà un bon départ. Savoir utiliser les rencontres professionnelles ou bien les occasions de conférences ou les événements institutionnels pour faire des rencontres réseautées et profiter pour se positionner. C'est important. Savoir faire un bon packaging modeste mais bien conçu avec des techniques d'infographie respectées, c'est important. Il faut également savoir faire des partenariats.
Partenaire de cette foire et initiateur de cette session de formation, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAEJ, s'impose plus que jamais comme une plateforme d'accompagnement et de soutien des jeunes. Le processus d'installation des comités préfectoraux de paix est en cours au Togo, le HCRUN et le PNUD de Seattle, avec la mise sur pied cette semaine de celui de Zio. Ce comité a pour mission, entre autres, de faire la promotion de la culture de la paix, la tolérance et toutes les vertus inhérentes au bien-être d'une communauté. Gérard Lagoudou. Pour la paix, je m'engage. Le programme des Nations Unies pour le développement et le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale hissent le flambeau de paix dans la préfecture de Zior. La prévention et la gestion des crises est la principale mission assignée à cette antenne de relais composée de 7 membres. Nous avions la chefferie traditionnelle qui sera représentée par un leader de leur groupe, les associations de jeunesse qui seront représentés par un leader de jeunesse, les groupes de femmes qui seront représentés par un leader, un membre sera issu des agents de l'administration de la localité et une personne de la société civile, les ONG, les syndicats et autres. Le présent comité est issu de différentes couches de la société pour promouvoir la culture de la paix, le dialogue, la non-violence, la tolérance, la solidarité et bien d'autres vertus inhérentes au vivre ensemble, au bien-être d'une communauté. Le nom que, ensemble avec les autres membres du comité nouvellement élu, nous avons donné à notre comité est Zio Ntipapa. D'abord, je me félicite que notre pays, le Togo, ait entrepris une action de cette envergure pour que la paix soit une réalité dans tous les coins et recoins du pays. C'est une initiative dont je me félicite. Je vous assure que nous allons nous employer. Je sais que j'ai avec moi dans le comité des gens compétents. Nous allons nous employer pour que la paix ne soit pas un vain mot pour le GIO. La mise en place des comités préfectoraux s'inscrit dans la réalisation de la première partie du second grand projet du HCRUN et du PNUD en matière de la préservation de la paix. La deuxième partie sera consacrée à la mise en place des comités régionaux qui accoucheront d'un comité national de paix au Togo. La prochaine phase portera sur le renforcement de capacités des membres de ces comités de paix installés dans les différentes préfectures du Togo. Santé avec les journées femmes, mères, enfants qui ont démarré à Lomé pour cette deuxième édition. Les attentions sont focalisées sur la prise en charge du cancer du sein, un problème de santé publique. Il est question pour les gynécologues obstétriciens d'échanger surtout sur de nouvelles stratégies thérapeutiques. Marceline Tchakpala, Clarisse Atticlé. La prise en charge du cancer du sein demeure un enjeu de taille. Au Togo, des initiatives se prennent pour la réduction du nombre de décès liés à cette maladie. La Société des gynécologues obstétriciens du Togo, SGOT, a placé la deuxième édition des journées femmes, mères, enfants sous le thème « La mise à jour de la prise en charge du cancer du sein ». L'opportunité est ainsi offerte aux praticiens de la gynécologie obstétrique d'explorer les nouvelles découvertes thérapeutiques dans le domaine. Il y a un certain nombre d'éléments de prise en charge dont nous ne disposons pas au Togo. La radiothérapie n'existe pas encore au Togo, donc les femmes dont le diagnostic nécessite une radiothérapie pour leur traitement, elles doivent être référés vers d'autres pays, soit au Ghana, soit en Côte d'Ivoire ou d'autres pays de la sous-région. Et ce parcours devient très difficile avec la maladie douloureuse qu'est le cancer qu'elle porte. Selon l'OMS, plus d'1 million de nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année avec plus de 400 000 décès. Au Togo, les statistiques ne sont pas encore mises à jour. Les estimations publiées par Globacan en 2012 annoncent une hausse de la mortalité liée au cancer du sein d'ici 2025.
Le but ici est de renforcer les gynécologues et autres praticiens dans ce qu'ils font déjà pour la prévention et la prise en charge de cette maladie. L'autopalpation des seins, c'est tous les jours, une fois par mois au moins, que la femme doit le faire. Mais nous disons qu'à partir de 40 ans, 45 ans, chaque femme doit se rendre à l'hôpital pour faire son écho-mammographie. C'est seul un examen qui permet de déceler les micro-calcifications, c'est-à-dire ces nodules que les doigts humains, que les doigts de la femme ni du médecin ne peuvent palper, donc ne peuvent penser qu'il y a un début de cancer. Le diagnostic trop tardif reste la principale cause de décès, ajoutée à l'insuffisance de plateaux techniques de prise en charge. Deux alternatives s'offrent alors aux femmes. La prévention primaire qui concerne l'alimentation et la prévention secondaire qui est le dépistage. Les femmes peuvent être aussi des combattantes djihadistes. En France, l'attentat déjoué jeudi qui aurait dû faire exploser des bonbons de gaz au cœur de Paris était préparé par 3 femmes de 19, 23 et 39 ans. Dans l'univers du groupe État islamique, les femmes ont longtemps été cantonnées en un rôle d'épouse soumise, mais elles forment désormais des cellules féminines djihadistes. Regardez. Dans les vidéos de propagande du groupe État islamique, on les voit de plus en plus. Des femmes, armes à la main. L'organisation en difficulté a besoin de bras sur son territoire et à l'extérieur. Sur Internet, ces vidéos qui circulent inspirent de jeunes Françaises. Elles seraient 275 en Irak et en Syrie, presque un tiers du total des combattants français. Et elles sont aussi radicalisées que les hommes. En janvier 2015, la France découvre Ayad Boumedienne, la femme d'Amédi Koulibaly, le tueur de l'hypercacher. Pas qu'une simple compagne, une guerrière qui prend la pose fièrement et qui se serait enfuie en Syrie. Même fascination pour le djihad chez Asna El Boulassen, la cousine de l'un des terroristes du 13 novembre, décédée dans l'assaut de leur immeuble à Saint-Denis. Elle aussi prenait la pause, elle aussi voulait partir en Syrie. Non, ce ne sont pas des victimes. Non, elles n'ont pas subi un lavage de cerveau. Souvent, ce sont même elles qui connaissent le mieux la religion que leur mari. Ce sont des femmes qui sont fortes. Et là, l'exemple d'hier manifeste cette volonté de devenir actrice. Et c'est nos préjugés qui font que nous sommes surpris. À l'heure actuelle, 59 femmes sont mises en examen pour des faits de terrorisme. Et les autorités s'inquiètent des intentions de celles qui rentreront prochainement d'Irak et de Syrie. En bref, au Gabon, la Cour constitutionnelle devra départager Ali Bongo et Jean Ping qui revendiquent tous les deux la victoire à la présidentielle du 27 août. Le président sortant Ali Bongo rejette la responsabilité des violences sur l'opposition. Le traditionnel pèlerinage, toujours en bref, à la Mecque débute officiellement ce samedi. La Mecque attend près d'1,5 million de fidèles qui participeront au 5e pilier de l'islam que tout fidèle musulman est censé accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Le parcours complet du pèlerinage dure 5 jours et l'an dernier, l'une dramatique bousculade avait fait près de 2300 morts. L'Arabie saoudite a pris cette année des mesures de sécurité draconiennes. Autre information, au Togo, la fin de la rencontre sur les réformes des championnats scolaires et universitaires se sont achevées. Des propositions ont été faites pour réglementer ces tournois. La cérémonie de clôture nous est proposée par Modeste Kouma. Durant 3 jours, les représentants des fédérations sportives, des partenaires, du ministère en charge des sports et d'autres ministères impliqués dans l'organisation des championnats scolaires et universitaires ont posé le diagnostic des maux qui entravent le sport scolaire et universitaire et proposé des approches de solutions. Nous pouvons engager principalement l'initiation des professeurs d'enseignement d'EPS, la formation des élèves maîtres de l'École nationale d'institution, la prise des tests portant création du FONADES, portant
l'institution de Logis des dispositions qui vont permettre de pouvoir créer un cadre juridique approprié pour la mobilisation des ressources pouvant permettre de mieux organiser à l'avenir les championnats scolaires et universitaires. Ces recommandations permettront de redynamiser le sport scolaire et universitaire en léthargie depuis quelques années. Les résultats de cette assise de réflexion sur les réformes sur les championnats scolaires et universitaires comblent les participants. La réflexion étant allée dans tous les sens, le résultat auquel nous avons abouti ne fait que me réjouir. J'ai été tellement très ravi des différentes conclusions et recommandations, ce qui nous rassure pour l'organisation du championnat prochain. Nous pensons que les recommandations qui ont été faites donc à l'endroit des différents ministères impliqués dans ce sport feront leur chemin et que le sport scolaire et universitaire renaisse de ses cendres. En termes de bilan, je vous dirais qu'il est nettement positif. Pendant les 3 jours, les délégués se sont mis sérieusement au travail. Des discussions ont été franches et nous sommes arrivés à des conclusions on ne peut plus, qui peut satisfaire à tout le monde. Ces recommandations, le gouvernement les a appropriées. Pour lui, le sport scolaire et universitaire, base du développement du sport en général, est une préoccupation. Je souhaiterais qu'on considère qu'il s'agit de refondation, que 2016 est l'an zéro et que nous repartions vers la production de jeunes talents togolais dans toutes les disciplines olympiques et non olympiques, afin de pouvoir créer des icônes sportives dans lesquelles la jeunesse togolaise se reconnaîtra. Joué pour la première fois au Togo en 1950, les championnats scolaires et universitaires ont pour mission de développer le sport à la base, de détecter les talents et de les promouvoir. L'ONG Sciences et Technologies africaines pour un développement durable et l'Association des universitaires bénéficiaires de la prestigieuse bourse américaine Fulbright, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis et le ministère de l'Environnement, ont nettoyé une portion de la plage de Lomé ce matin. Un acte civique et citoyen qui vise à protéger les plages et les océans contre tout acte de pollution et rendre cet endroit public plus propre et plus attrayant. De Douaré, Esther Laclé. Le Togo dispose d'une côte longue d'environ 55 km qui se dégrade de jour en jour sous l'influence des activités humaines. C'est le défi lié à cette dégradation, à la perte des habitats marins et de la biodiversité que veut relever le Club des Amis de la plage et des océans. Et c'est une lutte sans fin pour une plage propre qui s'est déroulée ce samedi à la plage de Lomé. Les déchets, même si c'est à Sinkasé qu'on les rejette, bien les sachets plastiques, ils ont la chance d'arriver un jour dans l'océan et de contribuer donc à dégrader les océans. Donc nous voudrons lancer cette activité ou bien ce club pour atteindre la grande partie de la masse togolaise, pour conscientiser et avoir des citoyens qui sont un peu plus écologiques. Cette opération de nettoyage dénommée Beach Cleaning s'inscrit dans le programme des préparatifs de la conférence internationale sur les océans qui se tiendra aux États-Unis d'Amérique. Raison pour laquelle cette activité a suscité l'adhésion de la diplomatie américaine. Le ministre des Affaires étrangères conduit la délégation togolaise qui prendra part à cette conférence. Nous espérons que ces assises seront très productives avec des recommandations pertinentes. Nous n'avons pas besoin d'attendre que les VIP qui se trouvent à Washington nous disent ce qu'il faut faire. Non, nous pouvons agir maintenant. C'est pourquoi je suis si fière de ce que nous avons fait aujourd'hui. Environ 3 km de la côte togolaise en face de l'hôtel de la paix ont été rendus propres. Au-delà de ce geste civique, c'est un appel qui est lancé aux usagers pour une plage propre.
À l'heure où la capitale togolaise abrite dans quelques semaines le sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique, chaque citoyen doit s'illustrer en jouant sa partition. Alors, ma présence aujourd'hui se veut justement importante pour donner l'exemple, pour dire que voilà, ce que nous devons faire, c'est que nous devons maintenir nos plages en état de propriété exemplaire. Parce que nous attendons, c'est pas parce que nous attendons les étrangers que nous le faisons. Il faudrait qu'ils en prennent l'habitude de nettoyer. Tout à l'heure, quand on ramassait les déchets sur la plage, il y avait des gens qui jouaient. Et je crois que le sursaut citoyen aurait peut-être indiqué qu'ils se joignent à nous et qu'ils nettoient avec nous. Mais bon, tel n'a pas été le cas. Mais je crois qu'ils ont reçu le message, à savoir que la plage, c'est pour nous tous et que c'est agréable de retrouver la plage dans un état de propriété exemplaire. Le Club des Amis de la plage et des océans regroupe l'ONG Sciences et Technologies africaines pour un développement durable, l'Association des universitaires bénéficiaires de la bourse américaine Fulbright et l'ambassade des États-Unis. La protection de la plage et de la mer le long de la côte togolaise est son leitmotiv. Pour avoir toutes les saveurs dans vos casseroles, rendez-vous vite au marché aux épices. Et cela se passe à l'hôtel Ibis à Lomé. Et ce pour 3 jours. Vous allez trouver un peu de tout pour relever le goût de vos sauces ou soupes. Les chefs sont là pour vous guider. Ce qui est plus intéressant, ce sont des produits locaux, bio, une épicerie grandeur nature. On va y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. Et c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Passez une très belle soirée et à demain à 20h.